Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Opération coup de poing des taxis marseillais. Ils ont à nouveau provoqué de gros embouteillages ce soir en bloquant l'autoroute entre Marseille et Aix-en-Provence. La campagne des municipales est-elle en train de dégénérer sur les réseaux sociaux? Un tweet outrancier a mis le feu aux poudres hier. Les ventes et les prix de l'immobilier dans la région Languedoc-Roussillon sont en nette baisse. Seul Montpellier résiste à la crise. Et puis le blues des apiculteurs du département des Bouches-du-Rhône. Jamais les récoltes de miel n'ont été aussi mauvaises. La faute notamment au climat jugé trop doux. Mais tout d'abord donc le nouveau coup de force des taxis marseillais. En fin d'après-midi, ils ont mené une opération escargot sur l'A7 et l'A51 dans le sens Marseille-Aix-en-Provence. Une manifestation pour une nouvelle fois protester contre la concurrence des véhicules de tourisme avec chauffeur. Une concurrence qu'ils estiment déloyale. Alors là on est parti pour le moment là. Il a bien pour 2-3 heures. Tu vois ? Pour le prendre rigolo, ça fait un peu trop longtemps. Nous on va emmerder personne, on veut juste travailler honnêtement, on est des travailleurs, on veut juste bosser les gars. Après on est malheureux d'embêter les gens, mais en France c'est comme ça qu'on se fait écouter. Autre mouvement de protestation, celui contre la réforme des rythmes scolaires. À l'appel de plusieurs syndicats de l'éducation nationale, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui devant la préfecture des Bouches-du-Rhône pour protester une nouvelle fois contre la semaine des 4 jours et demi et demander plus de moyens. Un rassemblement à la veille de la visite de Vincent Peillon à Aix-en-Provence. Réaction au micro de Romain Péric. Dans l'Académie d'Aix-Marseille, il y a plus de 10 000 enseignants en collège et lycée. Le ministère a décidé qu'à la rentrée de septembre 2014, il y aura 15 postes supplémentaires. 15 postes sur 10 000, ça fait à peu près 1 pour 1000. Alors qu'on a perdu plus de 2000 postes ces 10 dernières années, que les classes sont surchargées, qu'il y a des quartiers en grande difficulté avec des élèves qui ont beaucoup de mal à apprendre et qu'il faut un véritable plan Marshall de l'éducation. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. J-39 avant le premier tour des élections municipales, et plus l'échéance approche, plus les débats deviennent tendus, parfois même outranciers. Hier, c'est un tweet qui a mis le feu aux poudres à Marseille quand la campagne dérape sur les réseaux sociaux. C'est un reportage de Marguerite Kioch. Des propos déplacés sur Twitter. Un proche de Jean-Claude Gaudin qui lance à propos de la compagne de Patrick Mennucci: le stress, c'est pas bon pour le cancer. Indignation de l'entourage du socialiste, les messages d'un certain Alix Normandin ont été effacés. Mais cette tweet tornade a fait une victime collatérale. Yves Morenne, porté disparu du réseau social ce matin. Il a tout simplement fermé son compte. On est dans un tout petit circuit fermé où il n'y a que des partisans d'un camp et de l'autre qui s'échangent des horreurs continuellement. Ça n'apporte rien, ça excite tout le monde et moi ça me faisait perdre de l'influx, de la réflexion que je préfère consacrer à convaincre les Marseillais sur le terrain. Embarras de la droite face à ce dérapage, Alix Normandin s'est depuis excusé. Twitter serait-il devenu un espace de débat incontrôlable? Il y a certainement une part d'incontrôlable. Je suis sur Twitter, vous le savez, avec beaucoup de followers, mais je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça de la part d'une personne qui est chargée du web de M. Gaudin. C'est ça le problème. C'est que ce garçon est payé par les Marseillais pour faire les tweets de M. Gaudin. Et je ne savais pas qu'il était payé pour insulter ma famille. Les réseaux sociaux sont désormais incontournables pour la communication des politiques, surtout en période électorale. Yves Morenne continue à utiliser Facebook quand Patrick Mennucci, lui, reste toujours fidèle à Twitter. Direction Montpellier à présent, où chaque jour un sondage apporte son lot de révélations. Hier, on apprenait que le candidat de gauche dissident, Alain Sorel, progressait fortement dans un sondage d'opinion. Aujourd'hui, dans un autre sondage commandé par l'UDI, ça confirme cette tendance. Philippe Sorel est même crédité de 20% des voix. Le candidat UDI, quant à lui, Joseph Francis, est crédité de 7% contre 2% dans le sondage précédent. Voilà, ça s'affiche à votre écran. Autre
Autre sondage, celui-ci ne concerne pas directement une ville et il nous semble plutôt pertinent tout de même puisque selon une étude de TNS Sofres pour Le Monde, France Info et Canal+, plus d'un Français sur 3 dit adhérer aux idées du Front National, un taux en constante augmentation depuis 2011 et la prise de fonction de Marine Le Pen à la tête du parti. Je vous propose d'écouter les avis de quelques Marseillais recueillis au micro de Karine Palmy et Sarah Lantuéjoul. Je serais prêt à voter pour le FN parce que je pense que le mieux pour la France d'aujourd'hui, c'est d'avoir une France républicaine. Ils dénoncent certains problèmes dans la société et sans apporter les solutions. C'est pourquoi je voterai sûrement pas pour eux. Je suis plus à prôner le métissage que la ségrégation. Voilà, donc je ne fais pas partie de ce tiers de personnes nauséabondes. Municipal toujours, mais à Nîmes, cette fois, Éric Firou se lance dans la bataille à la tête de la liste Nîmes en avant. Éric Firou n'est pas un inconnu, c'est le fils de l'ex-entraîneur du Nîmes Olympique, Kader Firou, qui a inauguré le 7 février 2014 sa permanence sur le boulevard Victor Hugo, juste en face de la boutique du club, évidemment. On l'écoute au micro d'Olivier Michel. Je pense que cette ville manque de sens, manque d'orientation, manque de projet, manque d'idées et c'est pour cela que nous sommes réunis avec des mois pour porter un nouveau projet pour cette ville. Le premier pilier c'est la démocratie locale, le deuxième pilier c'est vivre en intelligence, le troisième c'est le développement économique. 2013 aura été une année difficile pour les professionnels de l'immobilier. En France, le nombre de ventes dans l'ancien a chuté de plus de 5% en un an, une baisse de 9,2% entre 2012 et 2013 pour la région Languedoc-Roussillon, selon la Fédération nationale de l'immobilier. Seul Montpellier semble tirer son épingle du jeu. Les précisions avec moi, Delia Kaby. Des panneaux comme celui-ci, vous en avez moins vu cette année et pour cause, après une petite accalmie, le marché de l'immobilier est reparti à la baisse, moins 5% à Montpellier, une chute qui s'est accompagnée d'une baisse des prix, un juste retour alors que certains biens étaient surévalués. Dans ces conjonctures, les professionnels de l'immobilier ont dû s'adapter, notamment en s'alliant aux promoteurs. Le neuf se vendait très très bien. Aujourd'hui, il y a eu une accalmie de ce côté-là. 2013 a été difficile. De ce fait, quelques programmes sont encore sur le marché, construits avec quelques appartements libres et du coup, ça nous permet d'offrir à notre clientèle des appartements neufs. Ce qui fait que, voilà, nous, c'était un marché qu'on ne touchait très peu. Et aujourd'hui, on a fait pas mal de ventes dans le neuf. Motif de satisfaction, tout de même, Montpellier, son attractivité reste intacte et la demande, notamment locative, dépasse toujours l'offre. Reste le climat législatif et le passage de la loi Cellier à la loi Duflot, moins intéressante pour les investisseurs, le fer de lance du marché immobilier montpelliérain. Nous avons vu partir les primo-accédants qui ne peuvent plus obtenir de crédit de prêt à taux zéro. Nous voyons également les investisseurs quitter un petit peu l'investissement de la pierre parce que les conditions sont moins intéressantes qu'avant. Donc évidemment, ça entraîne une baisse du volume des transactions et nos agences et leur personnel souffrent de cette situation. Adaptation est donc le nouveau mot d'ordre pour les professionnels de l'immobilier. Sinon, le risque est grand. 100 agences sur les 700 que compte le département ont mis la clé sous la porte. En bref, le verdict dans le procès du retraité poursuivi pour violence conjugale. René Chamby, 72 ans, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il a été reconnu coupable d'actes de torture et de barbarie envers son ex-femme, Colette. Des violences qui ont entraîné une infirmité permanente au cours des 32 années de vie commune. Disons par rapport aux violences qui ont été faites, je pense normal, quoi. Parce que c'est eux qui sont seuls juges, qui ont jugé 10 ans, voilà. Si vous voulez, j'aurais préféré qu'il y ait moins de prison, mais que M. Schimbri reconnaisse les faits. Or, il ne les reconnaît pas du tout. S'ils avaient reconnu sincèrement, pas comme hier, il faisait semblant. Le client, finalement, qui a conscience de la gravité de son comportement, m'a indiqué qu'il ne ferait pas appel de cette décision. Il l'accepte pleinement, dans un souci d'apaisement pour retrouver une certaine cohésion familiale, et il le devait bien, en tout cas, à ses filles. On passe au résumé de l'actualité de la journée en bref et en images. Franck Chassagnon.
Serge Dassault devra répondre au juge. Le bureau du Sénat a voté cet après-midi pour la levée de son immunité parlementaire. Le sénateur UMP qui avait anticipé ce vote lundi en demandant lui-même la levée de son immunité sera entendu dans le cadre d'une information ouverte depuis mars pour achat de votes, corruption, blanchiment et abus de biens sociaux. Les magistrats s'intéressent aux élections municipales organisées en 2008, 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes. Nouveau rebondissement dans le feuilleton du travail du dimanche. Les magasins de bricolage devront de nouveau fermer le dimanche. Le Conseil d'État a suspendu aujourd'hui le décret qui autorisait temporairement leur ouverture. Le ministère du Travail a fait savoir que le gouvernement allait préparer un nouveau décret pour autoriser l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche. Les électeurs pourront désormais voter blanc. Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi des centristes, une mesure qui rentrera en vigueur après les élections municipales de 2014. Et on termine avec cette image, un cercueil exposé dans les vitrines pour exprimer un ras-le-bol. Une action menée par les commerçants de Breteuil en Picardie. Ils dénoncent les hausses de TVA. Autre titre ce soir avec la production de miel qui a atteint un niveau historiquement bas. Elle a diminué de 25% cette année en France, une baisse qui se confirme d'année en année, notamment dans les Bouches-du-Rhône, en cause notamment le climat trop doux pour la saison. Reportage Sidonie Caneto. En 30 ans de métier, Gilbert Rigaud n'a jamais vu ça. 3 années consécutives de mauvaises récoltes. En cause, le climat qui donne des hivers trop doux, donc mauvais pour la floraison de la lavande et du romarin. Le romarin, il a fleuri dans l'hiver. Et au printemps, il n'y a pas eu le romarin. Alors, je n'ai pas fait le romarin du tout. Et quand j'ai monté mes abeilles dans les Alpes, les abeilles, bon, ben, elles étaient un peu, elles ont été affaiblies. Elles ont été affaiblies, ben voilà, la récolte a été vraiment mauvaise. C'est la première année que j'arrive pas à joindre la récolte de l'année dernière avec la nouvelle récolte cette année. Cette année encore, le romarin est déjà en fleurs en février. Les abeilles ne sont pas encore sorties butinées. La crainte d'une nouvelle mauvaise récolte plane. Conséquence, Georges Testa, fabricant de suce-miel et de nougat à l'eau, n'arrive plus à se fournir en miel. 1 tonne lui est nécessaire pour sa production. Cette année, en un mois, il n'a réussi à acheter que 300 kilos. Les apiculteurs, bon, il y en a beaucoup qui sont obligés d'arrêter parce que bon, ils n'arrivent plus à gagner leur vie. Bon, et nous, bon, et maintenant le miel vient vraiment un produit de rareté, donc qui vaut extrêmement cher. Alors bon, quand ils ont un peu de miel, ce qu'ils préfèrent, c'est eux le vendre au prix fort sur les marchés ou les vendre chez eux, plutôt que de les vendre en grossiste, à grande quantité. Il y a moins de 10 ans, ce fabricant se fournissait chez un seul apiculteur. Aujourd'hui, il est obligé de se tourner vers les coopératives et cela devrait empirer. En effet, un autre fléau menace la production de miel, l'arrivée du frelon asiatique, véritable assassin d'abeilles.